Si vous pensiez que les plus grands cartels de la planète ne jouaient que la Copa Libertadores en Amérique du Sud, accrochez-vous bien, car l'Europe vient de subir le plus grand tacle glissé de l'histoire du crime organisé. Un schéma tactique international qui ressemblait à une véritable sélection des ombres, unissant la dangereuse mafia du Monténégro à des groupes italiens très lourds, opérant directement dans les coulisses du port d'Anvers, en Belgique. Les mecs n'étaient pas là pour faire de la figuration, c'était une véritable machine à laver l'argent qui brassait des centaines de millions d'euros en crypto-monnaie et en sociétés écran sur la Côte d'Azur. Sauf que la police internationale a posé une genre retranchement infranchissable et, dans une action chirurgicale baptisée Opération Monténégro en ce mois de juillet 2026, a complètement démantelé la composition de l'équipe en plein milieu de la saison. Le coup a été si violent que les barons de la drogue ont perdu le contrôle du ballon au milieu de terrain et ont vu leur empire milliardaire s'effondrer comme un club relégué en division inférieure. Pour bien capter l'ambiance électrique qui régnait avant le drame, il faut regarder de près le tableau d'affichage de ce collectif à la dérive complète. La mafia du Monténégro est connue sur la scène mondiale comme une équipe qui joue physique, sans peur du contact, spécialisée dans la logistique lourde et l'infiltration de haut niveau. Ils savaient que le port d'Anvers était le plus grand terrain de jeu d'Europe pour le débarquement de marchandises illégales, le véritable Maracanan du trafic de drogue mondiale. Les mecs ont monté une structure tellement professionnelle qu'ils réussissaient à corrompre les dockers, falsifier les manifestes de cargaison et placer des observateurs tactiques à l'intérieur des terminaux de conteneurs pour s'assurer que chaque cargaison passe directement à travers la défense de la douane sans jamais prendre de carton jaune. C'était un dribble permanent sur les autorités portuaires, une suite de combinaisons répétées à l'entraînement qui a fonctionné pendant des années, remplissant les caisses de l'organisation avec des montagnes d'argent frais. Mais marquer le but au port n'est que la première mi-temps du championnat, car le vrai défi de cet effectif criminel était de dépenser ce pactole sans déclencher le VAR de la police financière. C'est là que la connexion avec la mafia italienne entre sur la pelouse, apportant toute l'expérience de la comptabilité créative pour blanchir le capital et blinder les joueurs. Ensemble, ils ont monté un réseau de sociétés écrans qui ressemblait à une ligne de milieu de terrain parfaite, distribuant le jeu sur plusieurs pays. Ils achetaient des hôtels de luxe, des restaurants branchés, des yachts de plusieurs millions d'euros et des villas spectaculaires sur la Côte d'Azur, l'endroit le plus cher d'Europe. Pour le public, les chefs ressemblaient à des investisseurs à qui tout réussit, mais en coulisses, chaque euro injecté venait directement du marché clandestin. La grande idée de génie de cette organisation, le véritable numéro 10 de la stratégie, c'était l'utilisation massive et ultra poussée des crypto-monnaies de dernière génération pour effacer les traces. Les mecs ont carrément développé une blockchain privée, un système de portefeuille numérique crypté qui fonctionnait comme une passe aveugle de talonnade dans l'obscurité, laissant les enquêteurs de la police complètement hors jeu et sans repère sur le terrain. Ils transféraient des dizaines de millions d'euros en quelques secondes depuis Anvers vers des paradis fiscaux dans les Caraïbes, puis rapatriaient le tout en Europe converti en argent propre grâce à des transactions immobilières totalement simulées. C'était une triangulation parfaite qui semblait impossible à intercepter, un véritable nœud tactique imposé à la police européenne pendant de longs mois de compétition. Les barons du Monténégro étaient persuadés que leur technologie était un gilet pare-balles numérique, que le Darknet était un stade à huis clos où personne ne pouvait surveiller leur jeu sur la pelouse. Mais ce que ce cartel n'avait pas anticipé, c'est que l'Europol et l'Interpol préparaient un marquage à la culotte ultra agressif sur les sorties de balles depuis plus de 2 ans, analysant chaque mouvement, chaque transaction et chaque erreur de l'équipe adverse. Les agents fédéraux ont réussi à infiltrer des logiciels espions directement dans les téléphones cryptés que les mafieux utilisaient pour communiquer, une véritable victoire technique qui a brisé le secret tactique des criminels. La police s'est mise à suivre le match depuis les loges présidentielles, lisant chaque message où les chefs planifiaient les dates d'arrivée des containers, le montant des pots de vin à distribuer et les adresses des sociétés écrans en France. Ce fut un travail de l'ombre, une défense patiente qui a attendu le moment exact où la quadrille alignerait toutes ses pièces maîtresses sur le terrain pour porter l'estocade finale et briser leur arrogance d'un seul coup. Ce moment décisif est arrivé au début de ce mois de juillet 2026,
lorsque la cellule d'intelligence a donné le feu vert pour la phase offensive de l'opération Monténégro. Lors d'une action coordonnée en temps réel impliquant plus de 500 policiers de 4 pays différents, les forces de l'ordre ont envahi simultanément des dizaines d'adresses de très haut standing. Une blitzkrieg tactique impressionnante, digne d'une grande finale de coupe. Les agents ont enfoncé les portes des cabinets comptables à Bruxelles, investi les entrepôts logistiques à Anvers et encerclé des propriétés de cinéma sur la Côte d'Azur, surprenant les principaux leaders de l'organisation au saut du lit, en pyjama, sans aucune possibilité de tenter une feinte de fuite ou de détruire les ordinateurs qui protégeaient les accès aux portefeuilles numériques. Le coup de sifflet a retenti pour le cartel. La grande idée de génie de cette organisation, le véritable numéro 10 de la stratégie, c'était l'utilisation massive et ultra poussée des crypto-monnaies de dernière génération pour effacer les traces. Les mecs ont carrément développé une blockchain privée, un système de portefeuille numérique crypté, qui fonctionnait comme une passe aveugle de talonnade dans l'obscurité, laissant les enquêteurs de la police complètement hors jeu et sans repère sur le terrain. Ils transféraient des dizaines de millions d'euros en quelques secondes depuis Anvers vers des paradis fiscaux dans les Caraïbes, puis rapatriaient le tout en Europe converti en argent propre grâce à des transactions immobilières totalement simulées. C'était une triangulation parfaite qui semblait impossible à intercepter, un véritable nœud tactique imposé à la police européenne pendant de longs mois de compétition. Les barons du Monténégro étaient persuadés que leur technologie était un gilet pare-balles numérique, que le Darknet était un stade à huis clos où personne ne pouvait surveiller leur jeu sur la pelouse. Mais ce que ce cartel n'avait pas anticipé, c'est que l'Europol et l'Interpol préparaient un marquage à la culotte ultra agressif sur les sorties de balles depuis plus de 2 ans, analysant chaque mouvement, chaque transaction et chaque erreur de l'équipe adverse. Les agents fédéraux ont réussi à infiltrer des logiciels espions directement dans les téléphones cryptés que les mafieux utilisaient pour communiquer, une véritable victoire technique qui a brisé le secret tactique des criminels. La police s'est mise à suivre le match depuis les loges présidentielles, lisant chaque message où les chefs planifiaient les dates d'arrivée des containers, le montant des pots de vin à distribuer et les adresses des sociétés écrans en France. Ce fut un travail de l'ombre, une défense patiente qui a attendu le moment exact où la quadrille alignerait toutes ses pièces maîtresses sur le terrain pour porter l'estocade finale et briser leur arrogance d'un seul coup. Ce moment décisif est arrivé au début de ce mois de juillet 2026, lorsque la cellule d'intelligence a donné le feu vert pour la phase offensive de l'opération Monténégro. Lors d'une action coordonnée en temps réel, impliquant plus de 500 policiers de 4 pays différents, les forces de l'ordre ont envahi simultanément des dizaines d'adresses de très haut standing. Une blitzkrieg tactique impressionnante, digne d'une grande finale de coupe. Les agents ont enfoncé les portes des cabinets comptables à Bruxelles, investi les entrepôts logistiques à Anvers et encerclé des propriétés de cinéma sur la Côte d'Azur, surprenant les principaux leaders de l'organisation au saut du lit, en pyjama, sans aucune possibilité de tenter une feinte de fuite ou de détruire les ordinateurs qui protégeaient les accès aux portefeuilles numériques. Le coup de sifflet a retenti pour le cartel. Le résultat de cette offensive a été un véritable carton au tableau d'affichage contre le crime organisé européen, avec des saisies qui ont laissé les inspecteurs les plus chevronnés complètement bouche bée lors de la conférence de presse. Les forces de l'ordre ont mis la main sur plus de 7 tonnes de cocaïne pure, dissimulée dans des cargaisons de fruits tropicaux au sein du port belge, ce qui représente une perte financière sèche de plusieurs milliards pour les caisses du cartel. En plus de la marchandise, les agents ont confisqué une armada de voitures de sport, des montres de luxe serties de diamants, des valises débordant de billets de banque et ont gelé plus de 200 millions d'euros sur des comptes bancaires et des portefeuilles de cryptoactifs à travers tout le continent. La sélection du Monténégro a encaissé un but d'anthologie de la part de la justice, voyant tout son patrimoine accumulé au fil des années confisqué par l'État en l'espace de quelques heures seulement. Au total, plus de 30 individus ont été arrêtés en flagrant délit, parmi lesquels 2 des plus grands prête-noms de la mafia italienne et le grand servant financier du Monténégro, un raqueur d'élite spécialisé dans le blanchiment de capitaux qui se croyait totalement introuvable par les polices internationales. Ce mec était le véritable entraîneur de l'équipe, l'homme qui dessinait les schémas de fuite des capitaux et qui va maintenant devoir expliquer sa tactique directement sur le banc des accusés.
Ces arrestations ont provoqué un effet domino sur le marché du crime en Europe, plongeant d'autres organisations criminelles partenaires dans une panique absolue, puisque leur système de communication crypté est désormais entre les mains de la police et risque de révéler de nouvelles combinaisons illégales lors des prochaines semaines d'investigation. Maintenant, les coulisses de cette bataille judiciaire s'annoncent encore plus électriques que la finale de la Champions League. Les avocats des mafieux sont déjà entrés sur la pelouse pour tenter d'annuler les preuves obtenues par les logiciels espions, criant au manque de fair-play juridique. C'est la stratégie classique du tapis vert quand on perd l'affrontement sur le terrain. Sauf que les procureurs affichent un sourire serein, affirmant que le dossier de preuve est en béton armé, totalement blindé, et que le maintien en cellule des chefs est verrouillé pour un très long moment. Le grand défi de la police, dans les prolongations de cette affaire, est maintenant de tracer le reste de l'argent qui s'est évaporé dans le labyrinthe des monnaies virtuelles, juste avant les blocages. Les experts en informatique forensique courent contre la montre, analysant les disques durs saisis pour forcer les codes des clés de stockage privées qui cachent encore une fortune secrète sur des serveurs mondiaux. C'est une chasse au trésor technologique où chaque ligne décodée fragilise un peu plus la structure de la mafia. Pendant ce temps, la direction du port d'Anvers a décidé de resserrer la défense en annonçant un plan de sécurité renforcé qui ferait pâlir d'envie n'importe quel stade moderne de football. Ils vont déployer des scanners de nouvelle génération boostés à l'intelligence artificielle, capables de lire à travers les parois d'acier des conteneurs, et ont déjà suspendu à titre préventif des dizaines d'employés soupçonnés de jouer un double jeu avec les criminels. L'ordre venu d'en haut est limpide, il faut nettoyer le terrain et éliminer la facilité avec laquelle les cartels infiltraient des joueurs corrompus au sein des structures portuaires belges, fermant ainsi la principale porte d'entrée du trafic de drogue sur le vieux continent. Pour la géopolitique du crime en Europe, l'opération Monténégro est considérée par les médias internationaux comme un tournant décisif de cette saison 2026. Elle a prouvé que les cartels modernes ont changé de stratégie, abandonnant la violence visible des rues pour disputer un championnat beaucoup plus discret et vicieux sur les écrans d'ordinateur et le marché de l'immobilier ultra VIP. Mais cela a aussi démontré que lorsque les polices de différents pays jouent collectif, enchaînant les passes rapides avec une technologie de pointe, aucun empire criminel n'est assez solide pour résister à la pression et éviter une défaite écrasante à la fin du temps réglementaire. Les leaders écroués risquent aujourd'hui des peines très lourdes, pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison ferme dans les centres de détention de haute sécurité européens. Privés du soleil de la Côte d'Azur, de leurs supercars et du flux d'argent facile des crypto-monnaies, les anciens rois de la tech criminelle vont avoir tout le temps de méditer sur la manière dont leur propre suffisance a détruit un plan qui leur semblait pourtant infaillible. Le crime organisé a tenté de mystifier le monde entier par ses dribbles, mais il a fini par marquer un but contre son camp historique, signant la fin de la partie pour cette génération de trafiquants. L'histoire de la chute de ce réseau restera dans les annales comme le jour où la plus grande équipe de l'ombre a été balayée par le réalisme implacable de la justice internationale. Dans le match éternel qui oppose la loi au crime, le coup de sifflet final valide toujours ceux qui respectent les règles du jeu. Si cette enquête immersive au cœur de l'opération Monténégro vous a fait vibrer jusqu'à la dernière seconde des arrêts de jeu, ne perdez pas un instant. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne Archives Criminelles. Activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains documentaires exclusifs et laissez un gros pouce bleu pour soutenir notre travail de recherche journalistique. Pensez-vous que les monnaies virtuelles donnent un avantage définitif aux criminels ou que la police a enfin trouvé la bonne tactique pour bloquer ce jeu? Donnez-nous votre avis dans l'espace commentaire. On analyse et on répond à absolument tout le monde. Bon match à tous et à très bientôt pour un nouveau dossier choc sur notre antenne. Pour bien comprendre la portée de ce séisme sur l'échiquier criminel européen, il faut se pencher sur les figures de proue de cette équipe du Monténégro, des hommes qui ont importé les méthodes militaires des Balkans au cœur de l'économie légitime de l'Europe de l'Ouest. On ne parle pas de petits voyous de quartier, mais de véritables managers du crime, formés à la dure, capables de gérer des flux de transport internationaux comme des directeurs de multinationales. Le grand cerveau de l'importation, arrêté dans sa villa fortifiée, utilisait des codes de transport maritime ultra complexes
pour dissimuler ces conteneurs de drogue au milieu de milliers de livraisons de café et de bananes en provenance directe d'Amérique du Sud. Les agents des douanes belges ont avoué que sans les interceptions technologiques de l'Europol, la cargaison aurait pu traverser les terminaux comme une lettre à la poste, invisible au milieu du flux permanent du commerce international. Ce mec gérait ses équipes de dockers corrompus via des applications militaires, leur distribuant des primes de match de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour chaque conteneur déplacé en zone sécurisée en pleine nuit. C'était une organisation chirurgicale où la moindre faille individuelle était sanctionnée immédiatement par une mise à l'écart définitive de l'équipe. Les Italiens, de leur côté, géraient la phase de possession de balles financières, injectant les fonds dans le tissu économique français avec une habileté déconcertante. Ils passaient par des agents immobiliers complaisants et des cabinets d'avocats d'affaires, basés à Paris et à Nice, pour monter des structures de financement participatif totalement bidons. L'argent sale servait à rénover des immeubles historiques ou à financer des parcs de panneaux solaires, des projets parfaitement écolos et branchés qui attiraient l'œil des politiciens locaux sans jamais éveiller les soupçons des services de contrôle anti-blanchiment. Les mafieux s'offraient ainsi une honorabilité sociale sur un plateau d'argent, s'affichant aux côtés de la haute société lors des galas de charité de la Côte d'Azur, alors que leur fortune reposait sur la destruction de milliers de vies à travers l'Europe. L'opération Monténégro a brisé ce miroir aux alouettes d'un seul coup net, révélant la pourriture qui se cachait derrière les façades en marbre des palais de la Riviera, et montrant au grand jour le vrai visage de ces financiers de l'ombre qui se croyaient intouchables. L'assaut lancé sur le domaine de Grasse au matin du 6 juillet 2026 restera dans les mémoires des unités d'élite comme un modèle d'exécution tactique parfaite, une véritable démonstration de force de la gendarmerie nationale. À l'aube, alors que la brume recouvrait encore les collines, les hommes du GIGN ont investi la propriété en passant par les airs et par les clôtures arrière, coupant instantanément les lignes de communication et les générateurs électriques du domaine pour paralyser les systèmes de sécurité automatique des mafieux. Les gardes du corps du cartel, des colosses des Balkans surentraînés, n'ont même pas eu le temps d'esquisser un geste vers leurs armes de poing, qu'ils étaient déjà plaqués au sol, menottés et maîtrisés par les opérateurs d'élite. Le chef du réseau a été cueilli dans sa suite principale hébété, fixant les canons des fusils d'assaut de la police avec l'incompréhension totale d'un joueur qui vient de prendre un carton rouge direct dès la première minute du match. Dans les coffres-forts dissimulés derrière les tableaux de maître du salon, les agents ont découvert des liasses de billets de 500 € alignés sur des étagères entières, pour un montant total de 12 millions d'euros en cash, de l'argent liquide prêt à être converti en crypto-monnaie ou à servir pour corrompre de nouveaux intermédiaires logistiques. Les chiens renifleurs de la douane ont également marqué un double fond dans le garage de la propriété, permettant de découvrir un terminal de transaction par satellite directement connecté aux places boursières de la finance décentralisée, l'outil technologique qui permettait aux hackers du réseau de déplacer des fonds par millions d'un simple mouvement de doigt sur un écran tactile. Cette saisie de matériel informatique est la véritable mine d'or du dossier judiciaire, car elle contient l'intégralité de la comptabilité noire du cartel, les adresses des portefeuilles virtuels et les noms de toutes les entreprises complices à travers l'Europe. Les experts de la police cybernétique ont immédiatement gelé les serveurs distants pour empêcher toute tentative d'effacement de données à distance par les complices restés à l'extérieur, bloquant ainsi l'accès à un véritable trésor de guerre numérique qui va désormais servir à financer la lutte contre le narcotrafic. La réaction dans les Balkans après l'annonce du démantèlement du réseau a été immédiate, provoquant une onde de choc politique majeure au Monténégro et en Italie, où l'organisation possédait des ramifications profondes au sein de l'économie locale. Plusieurs ministres et hauts fonctionnaires de la police des frontières à Podgorica ont été suspendus de leurs fonctions dans la foulée, suspectés d'avoir fermé les yeux sur les activités d'exportation de la mafia en échange de financements occultes pour leurs campagnes électorales ou de comptes ouverts à leur nom dans des paradis fiscaux. C'est le revers de la médaille pour cette multinationale du crime
qui voit son réseau d'influence institutionnelle s'effondrer comme un château de cartes dès lors que la tête pensante de l'organisation est mise hors jeu par la justice européenne. Les procureurs antimafia de Palerme et de Naples ont également fait le déplacement jusqu'à Paris pour croiser les données de l'opération Monténégro avec leurs propres enquêtes en cours sur la infiltration des clans de la Camorra dans les marchés publics de la construction en Italie du Nord. Ce croisement de fichiers révèle que la mine d'or du trafic d'Anvers servait en réalité de carburant financier pour relancer des activités criminelles historiques en Italie, créant une alliance stratégique globale qui menaçait la stabilité économique des régions concernées. Les juges d'instruction français s'apprêtent à signer des mandats d'amener internationaux pour interpeller d'autres intermédiaires financiers basés en Suisse et au Luxembourg, des banquiers privés qui géraient les comptes de placement des mafieux et qui fermaient les yeux sur l'origine plus que douteuse des fonds déposés dans leurs coffres. Cette extension internationale de l'affaire montre que le procès qui s'annonce ne sera pas seulement celui de quelques trafiquants de drogue, mais bien le procès de tout un système de corruption financière qui gangrène les institutions européennes de l'intérieur, une finale judiciaire qui s'annonce historique à tous les niveaux du droit pénal. Face à cette avalanche de preuves matérielles et technologiques accumulées par les enquêteurs, la stratégie médiatique de la défense commence déjà à se fissurer, les avocats des prévenus tentant de déplacer le débat sur le terrain politique de la souveraineté numérique. Lors d'une intervention télévisée très remarquée sur les chaînes d'information françaises, le conseil principal du hacker monténégrin a affirmé que l'utilisation par Europol de logiciels d'infiltration étatique constituait une dérive liberticide majeure, un tacle illégal contre le droit à la vie privée et à la confidentialité des données des citoyens européens. C'est une tentative évidente de dribbler le fond de l'affaire en se focalisant sur la forme de la procédure, espérant créer un incident juridique capable de faire annuler l'intégralité des saisies de crypto-monnaies réalisées lors des perquisitions de juillet 2026. Mais les spécialistes du droit pénal international s'accordent à dire que cette tactique de la dernière chance a très peu de chances d'aboutir devant la cour d'assises spéciale, les mandats de perquisition numérique ayant été signés dans un cadre légal strict par des juges antiterroristes hautement qualifiés. Les procureurs français ont d'ailleurs répliqué immédiatement lors d'un point presse en déclarant que la technologie ne devait pas être un sanctuaire d'impunité pour les criminels les plus dangereux de la planète et que la loi s'appliquait avec la même force sur le bitume des ports que sur les réseaux de la finance virtuelle. Les prévenus vont donc devoir assumer leurs responsabilités face aux jurés populaires, sans pouvoir compter sur les failles techniques que leurs ingénieurs informatiques avaient tenté de construire pour les protéger du radar des autorités. L'ambiance dans les cabinets d'avocats de la défense est au plus bas, certains conseillers murmurant déjà sous cape que le match est plié d'avance et qu'il va falloir négocier les peines pour éviter la relégation définitive derrière les barreaux pour les 30 prochaines années de leur existence. Alors que le dossier s'apprête à être transmis au tribunal pour l'ouverture du procès fleuve prévu pour la fin de la saison, l'opération Monténégro laisse déjà un héritage durable dans la manière dont l'Europe appréhende la lutte contre la grande délinquance financière internationale. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles pour valider la création d'une cellule de cyber-gendarmerie permanente, un groupe de choc composé de codeurs, d'analystes de blocs de données et de profileurs financiers capables d'agir en temps réel pour contrer les tactiques mouvantes des supercartels de la drogue. C'est la preuve que la victoire obtenue sur la pelouse d'Anvers et de Grasse a servi de déclic institutionnel, forçant les États à moderniser leur système de jeu pour ne pas se faire distancer par l'ingéniosité technique des syndicats du crime moderne. Le public du TikTok et des réseaux sociaux reste fasciné par les détails de cette affaire hors norme, qui combine tous les ingrédients d'un thriller moderne de haut vol, mêlant grosse cylindrée, villa de rêve, trahison électronique et milliards cachés dans le cloud informatique mondial. Si vous voulez continuer à suivre les coulisses de cette guerre totale entre les forces de la loi et les parrains du crime organisé en Europe, restez connectés sur Archives criminelles. Partagez ce documentaire immersif avec vos amis passionnés de faits divers et laissez vos pronostics dans la zone de commentaires juste en dessous de l'écran. Pensez-vous que les ports européens réussiront un jour à éradiquer totalement la corruption interne ou la zaga? Sera-t-elle toujours prise de vitesse par l'argent des cartels?
Le débat est ouvert dans les vestiaires et on attend vos meilleures analyses tactiques avec impatience. Prenez soin de vous, restez vigilants sur le terrain et à très bientôt pour le décryptage d'un nouveau dossier brûlant de l'actualité criminelle mondiale.